Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de review slash analyse slash théorie sur les chapitres de la partie 2 de Chainsaw Man. En l'occurrence aujourd'hui ce sera sur le chapitre 99 qui se prénomme tout simplement 2. Alors avant qu'on commence, je vais faire quelques petits récapitulatifs déjà pour les gens qui se plaignent. Ouais, il fait que des vidéos sur Chainsaw Man, c'est quand les mauvaises fois, c'est quand ça... Les gars, c'est ma chaîne YouTube, donc si je veux me mettre à faire des vidéos, vous parler de bouteilles d'eau, faire des tier lists entre cristalline et Evian, je fais ce que je veux. Donc voilà, déjà, si ça vous plaît pas, bah barrez-vous, j'allais dire désinstaller, bah non, désabonnez-vous, enfin bref. Allez baiser vos mères, quoi, tout simplement. Voilà, maintenant que les choses sont mises au clair, écoutez, on peut y aller. Donc c'est parti pour ce deuxième chapitre de la partie 2, ce chapitre 99 qui s'appelle 2. Et on retrouve tout de suite notre petite protagoniste, hein, j'ai bien l'impression qu'on va rester avec elle un bon bout de temps sur cette partie 2, à savoir Asa Mitaka. Et donc Asa Mitaka n'est pas morte à 100% comme on peut le voir, elle est encore bel et bien vivante. Et tout de suite on comprend qu'en fait le démon guerre et elle ont en quelque sorte fusionné. On voit que le démon guerre apparaît sous ses yeux dans ce qui semble être sa chambre d'appartement, quoi, sa chambre de lycéenne. Il lui met directement une pression en mode tu m'obéis sinon je t'exécute. On comprend avec la page d'après qu'en fait le démon guerre est une illusion, une vision qui apparaît devant elle, un petit peu à la manière de Ryuk dans Death Note, quoi, qui apparaît que devant les gens qui ont touché le Death Note. Bon là en l'occurrence il n'y aura que devant Mitaka, à moins que dans de futurs chapitres on ait d'autres révélations et que d'autres personnes puissent le voir ou quoi. On voit aussi qu'il est fait mention dans les médias du meurtre de la déléguée et du professeur de Mitaka, qui ont donc été tués le chapitre précédent par le démon guerre. Et donc tout de suite le démon guerre nous rappelle effectivement qu'il s'est approprié le corps de Mitaka, mais pas totalement. Il lui dit qu'il a laissé la moitié de son cerveau car il ne connaît rien à la société des hommes et qu'en procédant ainsi ça lui évitera à ses camarades de découvrir sa nature démoniaque. En fait il a laissé une partie intacte du cerveau, ce qui permet à Mitaka d'être en quelque sorte encore en vie, quoi. Un petit peu une sorte de coma artificiel un petit peu chelou. Mais malgré ça, le démon guerre a quand même l'ascendant sur Mitaka au niveau de la position de son corps. On le verra plus tard dans le chapitre. Donc à voir si à la manière de Sukuna et de Itadori dans Jujutsu Kaisen, pour faire une référence à un truc assez connu, assez en vogue en ce moment, à voir si Mitaka va arriver à gérer ce démon. Et tout de suite, elle lui fait mention de son but, qui est de retrouver Chainsaw Man et de tout simplement lui péter la gueule. Et là, Mitaka, on voit qu'elle est pas à l'aise rien qu'au fait de voir le bâtiment du lycée. Elle a vraiment pas envie d'y retourner, quoi. Elle a un petit peu un trauma par rapport à ça. Donc on voyait déjà dans le premier chapitre qu'elle était pas à l'aise avec ses amis, l'ambiance scolaire, quoi. Mais on peut aussi se douter que tout ce qui s'est passé avec Kobeni l'a encore plus traumatisé, hein. Comme on le voyait dans le premier chapitre, rien que de penser à retourner en cours et d'affronter les regards méprisants de ses camarades, ça la mettait vraiment pas à l'aise. Donc tout ça mis ensemble fait qu'elle a pas du tout envie de retourner au lycée. Logique. Le démon guerre, lui, continue de lui mettre des petites pressions en mode t'as pas envie de faire ce que je te dis, je vais t'atomiser la gueule. Mais rien n'y fait, hein, rien n'y fait. Le trauma est plus grand. Elle voit déjà devant ses camarades en classe et elle sue à pleine goutte à l'idée d'y retourner. Et même les menaces de mort du démon guerre n'y changent rien, hein. Elle le dit elle-même, plutôt mourir que de retourner au lycée. Et là, on voit un personnage qui se dresse devant elle et c'est un personnage qu'on a déjà vu, qu'on connaît déjà de la partie 1, notre cher Yoshida. Alors je sais plus c'est quoi son prénom, ceux qui se rappellent pas, mais bon, je pense que vous en rappelez quand même, un personnage assez stylé de la partie 1, un lycéen qui avait entre 16 et 18 ans. Je crois qu'on n'a pas son âge n'est pas mentionné, mais on sait que c'est un lycéen qui est du même acabit que Quangshi puisqu'il fait un 1v1 contre elle, et donc par extension de Kishibe, puisque Kishibe est au même niveau de Quangshi. Donc c'est un mec qui est assez vénère en termes de combat, qui a un certain potentiel, qui a d'ailleurs un contrat avec un démon, c'est quoi le nom précis du démon, mais c'est une sorte de démon poulpe, démon kraken, qui donc fait face à Mitaka. Là tout de suite le démon guerre voit une opportunité de saisir des informations par rapport à l'identité de Chainsaw Man, mais en voyant que Mitaka n'a pas trop envie de l'écouter, décide, comme on peut voir sur cette case, de prendre possession de son corps. Et donc il se met directement à questionner notre petit Yoshida sans détour par rapport à Chainsaw Man. Donc c'est pas vraiment très discret, on va pas se mentir, par rapport à ce qu'il disait avant le démon guerre, en passant du coq à l'âne comme ça et en mentionnant Chainsaw Man d'un coup. Pas vraiment sûr que ce soit une bonne stratégie, mais soit, c'est ce qu'il décide de faire. Donc là Mitaka découvre avec stupéfaction qu'elle n'a pas du tout l'ascendant et plein pouvoir sur son corps, hein, comme je le mentionnais avant. C'est vraiment le démon guerre qui peut faire des allers-retours à sa guise. Donc là Yoshida, avec son air nonchalant, il est un peu en mode écoute, moi Chainsaw Man, j'ai entendu que des rumeurs, j'en sais pas plus, apparemment il serait dans le club des Devil Hunters, on sait pas vraiment. On apprend du
coup qu'apparemment il y a des clubs de Devil Hunter, donc je pense que la sécurité publique existe toujours. Ça doit plus, c'est forcément plus Makima qui est la PDG de cette organisation, peut-être Kishibe qui a repris le flambeau. À mon avis, ça existe toujours. À savoir que Yoshida, lui, donc c'était dans la partie 1 un Devil Hunter privé, c'est un indépendant. Est-ce qu'il a été envoyé ici suite au meurtre du professeur et de la déléguée pour enquêter, essayer de trouver le démon à l'origine de ces deux meurtres? On n'en sait rien, mais en tout cas, il le dit lui-même, je viens d'intégrer le lycée. Donc c'est un peu bizarre dans le sens où déjà dans la partie 1, il mentionnait qu'il avait des examens à réviser là, un petit peu à la manière du baccalauréat. On n'a pas plus d'informations, on sait toujours pas non plus combien de temps s'est déroulé. Parce que là, bon, on voit que Yoshida, il a un tout petit peu changé physiquement, mais pas tant que ça. Il peut très bien avoir 20, 21 ans sans vraiment changer physiquement. Voilà, il peut toujours s'être déroulé plusieurs années, 4 ans grand maximum, je pense. Je pense qu'on est plus autour des 1 ou 2 ans. À savoir aussi que l'uniforme que porte Yoshida, c'est bel et bien l'uniforme qu'on voit sur la dernière page du dernier chapitre de la partie 1. Donc Denji, je pense, est bel et bien dans cette école-là. À voir si on va le retrouver d'ici peu. D'ailleurs, l'auteur joue bien avec cette attente qu'on a, nous, lecteurs, par rapport à Denji. Il nous fait bien miroiter l'apparition du personnage. Bref, et là, tout de suite, il y a le démon guerre qui propose à Yoshida de devenir son petit copain. Et là, il y a une case qui me fait vraiment rire, c'est la réaction médusée de Mitaka par rapport à cette proposition, vraiment. Il n'y a pas à dire, mais les expressions faciales de ces personnages, je trouve qu'il les gère à merveille, ça marche vraiment, ça fait vraiment mouche pour les moments comiques. Bon, Yoshida reste impassible, hein, il la recale, sans détour, tandis que Mitaka essaie de comprendre pourquoi le démon guerre a fait une proposition comme ça. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le démon guerre nous fait mention, il a le pouvoir de changer tout ce qui lui appartient en arme. Il précise que si, par exemple, Yoshida tombe amoureux de lui, eh bah, il lui appartiendra en quelque sorte. Son pouvoir prend une autre dimension parce que dans le premier chapitre, bon, on savait que tout ce qu'il prenait entre ses mains directement pouvait les transformer en armes, mais aussi, en fait, il y a une notion par rapport à l'amour. Est-ce que faire de Yoshida une arme, ça veut dire le transformer à la manière d'un Chainsaw-Man, d'une Kwangchi, et se servir de lui, quoi? Ou alors, est-ce que c'est prendre son corps, tout son être, et le transformer en arme? C'est-à-dire qu'il ne peut pas se mouvoir, n'a pas de conscience, et que c'est le démon guerre qui fait usage de l'arme. Un petit peu à la manière d'une épée ou d'une hache toute simple, ou d'un flingue. Tant que quelqu'un le prend pas dans ses mains, bon bah le flingue va pas se mettre à tirer tout seul, l'épée va pas se mettre à se balancer à gauche à droite toute seule. Donc pour l'instant c'est un peu flou. Moi j'aurais tendance à dire que ce serait plutôt à la manière un petit peu de Makima, du démon domination, de faire une sorte d'armée quoi. Parce que si son but, comme il dit juste après, c'est de transformer le plus d'humains possible en armes et de faire la guerre à Chainsaw-Man, ah ça sert à rien d'avoir 100 armes si tu peux t'en servir que de 2 ou 3 à la fois quoi. Donc là Mitaka, suite à ça, elle est vraiment en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laissez-moi tranquille, moi j'ai pas envie de faire la guerre à qui que ce soit, de transformer des humains en armes. Et donc là on peut voir que Mitaka n'est clairement pas en accord avec ce que lui propose le démon guerre. Hein. Elle a peur qu'il prenne définitivement possession de son corps. Et là il y a une sorte de contrat qui se passe entre le démon guerre, hein, un vrai contrat, puisque Mitaka accepte de coopérer avec le démon guerre, mais en échange il promet de lui rendre son corps. Donc pour moi c'est réellement un contrat qui est passé, dont les deux ne peuvent se substituer, donc on verra encore une fois dans l'avenir si c'est vraiment un contrat ou non. Donc là ils se mettent en ligne devant ce qui semble être les dirigeants du club des Devil Hunter, et on a une sorte d'examen quoi, d'examen d'entrée qui consiste à faire des trinômes et à y chasser des démons, plutôt des monstres, il ne fait pas mention de démons, et ceux qui parviendront dans un délai d'une semaine à ramener le cadavre de l'un d'entre eux seront autorisés à intégrer les rangs du club des Devil Hunter. Le chapitre se termine sur le trinôme formé de Yoshida, Mitaka et un nouveau personnage dont on ne connaît pour l'instant pas grand chose. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre, un tout petit peu plus court que le chapitre précédent, je crois qu'il fait une vingtaine de pages, 25-26 pages, qui est ma foi plutôt intéressant au final. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus tant de trucs que ça à dire, mais en prenant du recul, en fait, il y a pas mal d'informations qui nous sont données, sur lesquelles on peut revenir. Donc déjà, premièrement, bon, je suis revenu sur pas mal d'informations tout au long de cette review, mais la chose la plus importante, c'est quand Yoshida apparaît face à Mitaka. Durant cette scène, le démon guerre prend possession du corps de Mitaka pour discuter et poser des questions à Yoshida. Et là, on a une case qui retient mon attention en particulier. C'est une case, donc, on voit le visage de Mitaka et 2 bulles qui font mention de ses cicatrices. Donc au début, moi, j'arrivais pas, durant ma lecture, j'arrivais pas vraiment à savoir si c'était Mitaka qui se faisait la réflexion ou Yoshida, mais après mûre réflexion par rapport au cadrage de la case, donc on voit vraiment qu'on est dans le point de vue de Yoshida qui regarde les cicatrices de Mitaka, eh bien je pense que c'est bel et bien Yoshida qui se fait
cette réflexion. Et où je veux en venir avec ça, c'est... Donc là, il va falloir un peu suivre parce que je vais partir un peu en live et je rappelle que ces vidéos ne sont pas écrites, hein, je suis en total impro. Est-ce que les attributs visuels qui sont propres au démon guerre, à savoir les cicatrices et les yeux en forme de cercle hypnotique, sont présents H24 diégétiquement, voilà, le mot est lâché, ou est-ce que vraiment ce sont des attributs qui apparaissent seulement quand le démon prend possession de corps de Mitaka? Je m'explique. En termes de narration, c'est logique qu'on ait une distinction visuelle entre les deux Mitaka, c'est-à-dire celle où c'est le démon guerre qui est présent et la vraie Mitaka, pour pas qu'on soit paumé quand les deux personnages discutent. Donc à savoir, le changement de coiffure, voilà, les cheveux détachés quand c'est le démon guerre et les cheveux attachés quand c'est Mitaka, mais aussi les cicatrices et les yeux en forme de cercle hypnotique qui sont présents pour le démon guerre et qui ne sont pas là pour Mitaka. Maintenant, est-ce que dans l'histoire, le corps de Mitaka, lui, a les cicatrices quoi qu'il arrive? J'aurais tendance à dire que oui. Pour moi, les cicatrices et les yeux sont là tout le temps. Et le fait que on voit Mitaka sans ses attributs visuels, quand c'est elle qui a possession de son corps, c'est uniquement là pour pas que nous, lecteurs, on soit paumés, quoi. Voilà, après, rien n'est sûr, mais c'est justement pourquoi j'ai retiens cette case avec intention, c'est que vu qu'il est fait mention des cicatrices, est-ce que, justement, il tilte sur les cicatrices comme par hasard juste après la possession du corps parce que justement peut-être elles viennent d'apparaître sur son visage, ou est-ce qu'il tilte parce que bon après tout il vient juste de la voir et donc il est en mode ah putain il y a les cicatrices. Pour l'instant je pourrais pas l'affirmer, bon j'espère que c'était pas trop décousu mon explication là. Moi je reste quand même sur mon interprétation que le corps de Mitaka dans l'histoire a les cicatrices, a les yeux hypnotiques, quoi qu'il se passe, que ce soit Mitaka ou le démon guerre dans son corps est changé quoi, et que cette distinction n'apparaisse que pour que le lecteur ne soit pas perdu durant la lecture. Parce que sinon ça n'aurait aucun sens, encore une fois, avec ce que dit le démon guerre quand il explique qu'il a laissé la moitié de son cerveau à Mitaka, en mode il a pas envie que les gens découvrent sa nature démoniaque, parce que si à chaque fois qu'il prend possession de son corps, il y a des cicatrices qui apparaissent comme ça devant tout le monde, bon c'est pas très discret quoi, c'est un peu cramé. D'ailleurs, en revenant sur cette case, je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai pas abordé, c'est que il fait mention qu'il ne connaît rien à la société des hommes, le démon guerre, donc c'est la toute première fois qu'il débarque dans le monde des humains. Ça veut dire que durant tout ce temps, il était en enfer. Ou peut-être pas, parce que on n'est pas trop encore sûr, parce que vu qu'on l'a vu apparaître dans le premier chapitre sous forme d'une chouette, d'un oiseau, il n'est pas tout à fait sûr que le démon domination, le démon guerre, passe vraiment par l'étape enfer humain durant leur cycle de réincarnation, tout ça. Même si bon, on voit que Nayuta, c'est quand même le démon domination qui s'est réincarné en elle, donc encore quelques questions en suspens. Et sinon, le dernier point le plus important, c'est l'apparition de ce dernier personnage dont on ne connaît rien. Donc il y a des gens qui ont fait mention, qui ressemblaient vachement au mec, j'ai plus son nom, mais qui avait un contrat avec le démon Pierre, qui se fait malheureusement tuer dans les enfers. Donc est-ce que ça pourrait être sa sœur ou quoi? C'est tout à fait possible. Moi je vous avoue que je suis un petit peu parti plus loin dans le délire, dans le sens où je me suis dit, est-ce que ce serait possible que ce soit Denji qui ait passé un contrat avec le démon Po? Pour rappel, le démon Po c'est un démon qui est sous contrat avec les trois frères qu'on voit dans l'arc des tueurs à gages là, qui permet aux gens qui passent un contrat avec lui de changer leur apparence avec quelqu'un d'autre. Alors je crois que c'est avec un cadavre, mais je suis plus sûr et certain. Ce qui serait le plus logique, ce serait qu'effectivement ce soit la sœur du mec là. Mais on sait jamais, hein, on est dans Chainsaw Man, on peut partir loin avec tous ces démons, tous ces trucs. À voir ce qui va se passer avec ce trinôme. Est-ce qu'on va revoir Denji incessamment sous peu? Je n'en sais rien. Je pense que Fujimoto ne va pas se lasser de jouer avec nos attentes par rapport à ce fameux personnage. D'ailleurs j'ai très hâte de le revoir si on le revoit, hein, parce qu'en fait j'ai hâte de voir la façon dont on va le revoir en fait, la mise en scène quoi. Est-ce qu'on va le revoir d'une manière badass ou d'une manière complètement osef? Évidemment je penserai plus pour la deuxième option. Voilà pour ce chapitre 99 qui mine de rien soulève un petit peu plus de questions qu'il en a l'air. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Je vous fais des bisous, c'était le Watcher. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube et à être présent les mardis si vous voulez voir les live lectures on va dire. Bref, des bisous, c'était le Watcher, ciao, bye.